Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour. tous. Vous êtes bien sur le webinaire chef d'entreprise, sur le webinaire prévoyance collective, obligations, actualités et atouts différenciants pour l'entreprise en 2024. On va laisser quelques minutes le temps à tous les participants de se connecter et de nous rejoindre. Et puis on va démarrer. Bonjour Dominique. Allez, on se laisse encore une petite minute et puis on va y aller. Parfait. Ouais, très bien. Allez, on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webconférence. Donc avec Rémi, nous allons vous révéler les atouts de la mise en place de la prévoyance collective. Notre intervention durera environ une quarantaine de minutes. Donc avant de commencer, je vais tout d'abord vous expliquer le fonctionnement de cette salle. Donc vos micros sont volontairement coupés pour éviter les parasites liés au bruit environnant. Nous vous invitons tout au long de la présentation à poser vos questions via le canal questions sur votre écran. Nous y reviendrons avec Rémi et Adria en toute fin de présentation. Donc nous tenons tous les trois à remercier l'IFEC pour leur confiance dans l'animation de cette webconférence. Et nous allons donc maintenant nous présenter. Donc moi, pour ma part, je suis Sophie Toulouzet, je suis conseillère entreprise chez Aesio Mutuel depuis plus de 10 ans. Donc, je suis basée à Toulouse et j'ai en charge le secteur de la Haute-Garonne et du Gers. Et donc, mon rôle est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions en santé, en prévoyance et en épargne retraite, donc pour leurs salariés et les dirigeants d'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Rémi. Merci Sophie, plaisir partagé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live. Alors, je suis de mon côté basé à Arras et je travaille donc chez Aesio Mutuel depuis un peu plus de 6 ans maintenant, en tant qu'actuaire. Donc, en d'autres termes, je travaille sur la tarification et le pilotage annuel des contrats d'assurance santé et prévoyance, aussi bien particuliers que petites et moyennes entreprises et grosses entreprises. Merci Rémi. Et donc pour lancer les sondages, animer le chat et les questions de réponse en fin de session, nous serons accompagnés d'Adria Castan, chef de projet marketing pour les pros et les entreprises. Bonjour à tous. Rémi, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Aesio Mutuel, s'il te plaît? Oui, Aesio Mutuel, donc c'est une toute jeune mutuelle, puisqu'elle est née en 2020 de la fusion de ces 3 mutuelles fondatrices que sont Adrea, Apreva et Eovi MCD. Mais nous avons en interne donc une activité mutualiste depuis 1946. Donc mutuelle nouvelle, mais qui veut donner les moyens à chacun de vivre mieux. Donc grâce à son essence mutualiste et aux valeurs de solidarité et de liberté et de démocratie qu'elle porte haut et fort. Donc quelques chiffres, effectivement, nous couvrons actuellement 2,5 millions d'adhérents
dont 41 000 entreprises et donc leurs salariés effectivement en couverture. Nous avons un réseau important avec 200 conseillers collectifs répartis un peu partout en France et 260 agences qui ont pignon sur rue. Et nous sommes accompagnés également par 850 courtiers partenaires. Notre raison d'être, donc, c'est de proposer des offres multicanaux santé, prévoyance, épargne, retraite pour tous. C'est de mettre en place une solution qui soit adaptée à vos besoins grâce à un panel d'offres et de garanties, quelle que soit donc la typologie particulier, salarié, retraité, jeune, et quel que soit le domaine d'activité pour les salariés. Bénéficier d'un accompagnement personnalisé grâce à nos conseillers experts et également profiter de services différenciés. Sophie, je te laisse également compléter le propos sur le partenariat fort qui existe entre Aesio et l'IFEC. Merci Rémi. Alors en effet, Aesio Mutuel est un partenaire historique de vos instances représentatives, que ce soit au niveau du Conseil national de l'ordre, des conseils régionaux et de leurs syndicats. Nous participons régulièrement aux manifestations et contribuons aux différentes actions proposées par ces derniers, comme des conférences, des ateliers ou des webinaires comme aujourd'hui. Et en prolongement de ce partenariat, donc les équipes d'Aesio Mutuel accompagnent la profession dans la mise en place des contrats santé, prévoyance et épargne retraite pour les dirigeants et salariés de vos cabinets, mais également pour vos clients, quelle que soit la taille de l'entreprise et le secteur d'activité. Nous vous accompagnons également avec des informations juridiques que vous pouvez retrouver dans les newsletters qui vous sont dédiés et dans les articles sur notre site aesio.fr, sur la page qui vous est dédiée. Nous vous accompagnons aussi dans la mise en conformité des contrats existants ainsi que la mise à disposition de modèles pour les actes fondateurs, comme par exemple les décisions unilatérales de l'employeur. Bien, maintenant que nous nous sommes présentés et que nous avons présenté également notre mutuelle, à vous de nous dire qui vous êtes. Pour cela, Adrien va lancer un premier sondage afin de mieux vous connaître. Je vous laisse quelques minutes pour y participer dans la partie sondage du menu. On va de ce fait parler maintenant de la prévoyance, de quelques chiffres sur qu'est-ce que le risque prévoyance en 2023. Excuse-moi Rémi, mais j'ai plus le partage de slide. Oui, je pense qu'on est sur le sondage. Ok. Juste, il faut, je pense, fermer le sondage pour pouvoir récupérer vos slides. Donc, je ne sais pas si vous voulez continuer le sondage ou sinon, il faut cliquer sur le bouton fermer. Ça marche. Donc, dans ces cas-là, on laisse encore peut-être quelques minutes à tous de pouvoir répondre. Et puis, enfin, quelques secondes pour ne pas empiéter sur la présentation. Voilà, on a une grande majorité de nos interlocuteurs qui sont effectivement comptables ou experts comptables à 79%, 11% de gestionnaires ou collaborateurs du pôle social et 11% d'autres. Merci pour vos réponses, ça permet effectivement de vous connaître déjà un peu mieux. Donc, je disais effectivement, je vais vous parler de la prévoyance en 2023. Il faut savoir qu'une majorité de Français, 53%, ont déjà été confrontés au risque prévoyance. Alors, quand on parle du risque prévoyance, il y a plusieurs facettes, effectivement. La première facette, c'est l'arrêt de travail supérieur à 3 mois. Donc, 29% des Français ont déjà connu effectivement un arrêt de travail supérieur à 3 mois. 26%, la nécessité d'accompagner un proche gravement malade ou handicapé. Il y a donc le risque décès aussi, pour que ce soit un parent pendant l'enfance, un conjoint, une situation d'invalidité. Donc l'invalidité, c'est la réduction de la capacité de travail d'au moins 2/3. Et puis aussi la perte d'autonomie. Donc quand on parle de perte d'autonomie, on parle des gestes de la vie quotidienne, se lever, se coucher, manger, se laver, etc.
Donc, un risque prévoyance qui est présent dans notre vie de tous les jours. Et malgré ça, Sophie, il y a une vraie méconnaissance de la prévoyance collective. En effet, Rémi, on peut voir sur cette slide que pour plus de 60% des salariés, la prévoyance est considérée comme une protection importante pour eux, même et pour leurs proches. Mais malgré ce chiffre, plus d'un Français sur deux ne connaît pas ces garanties prévoyance. Seuls 32% des cadres interrogés déclarent bénéficier d'une couverture prévoyance alors qu'elle est obligatoire depuis 1947 et seuls 57% des assurés pensent bénéficier d'une couverture en cas de décès. Donc ces chiffres mettent vraiment en lumière le fait qu'il y a une vraie méconnaissance de la prévoyance collective, alors que c'est pour vos cabinets, vos clients, un véritable levier de performance. Alors la prévoyance collective, est-ce que c'est une obligation simple ou un atout? Donc on peut voir que pour 50% des employeurs, la prévoyance est purement et simplement une obligation légale. Et pour 50% des autres employeurs interrogés, la prévoyance est un véritable atout dans la gestion RH de leurs entreprises. On peut voir que cela contribue au bien-être des collaborateurs, à un climat social apaisé et à la notoriété et à l'image de marque de l'entreprise. Donc, il est maintenant temps que je vous présente le sommaire pour les 45 prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Donc, cette présentation se déroulera en 3 volets. Donc, un premier volet lié à la prévoyance obligatoire et les obligations de l'employeur. Un second volet sur les dernières actualités de la prévoyance collective en France. Et un dernier volet sur les atouts et l'adaptabilité des régimes de prévoyance. Donc, n'hésitez pas tout au long de notre intervention à poser vos questions dans l'onglet questions et nous y reviendrons avec Rémi et Adria à la fin de notre présentation. Donc, Rémi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en dire plus sur les obligations de l'employeur en matière de prévoyance? Oui, merci Sophie. Donc, effectivement, deux aspects à prendre en compte pour les salariés vis-à-vis de leur couverture prévoyance. Il y a une première étape, c'est la prévoyance obligatoire, donc celle sur laquelle tous les salariés sont couverts, aussi bien en incapacité, en invalidité ou en décès. Donc, c'est la sécurité sociale qui gère effectivement cette prévoyance obligatoire. Donc, quelle prestation est versée par la sécurité sociale? Donc, là, en arrêt de travail, dans un premier temps, on va avoir effectivement une indemnisation journalière qui est équivalente à la moitié du salaire. Donc, l'arrêt de travail, c'est quoi? Ça peut effectivement être une maladie de courte durée, mais ça peut être aussi des problématiques beaucoup plus longues, donc jusqu'à 3 ans potentiellement d'arrêt. Et pendant ces mois ou années d'arrêt, il y a une perte du coup d'au moins de la moitié des revenus, ce qui peut poser problème évidemment pour faire face aux besoins de la vie courante, aux charges du foyer. Donc, si je prends l'exemple de Julie, qui est cadre avec un salaire annuel de 60 000 euros, donc si on se borne effectivement à cette indemnité journalière de la sécurité sociale, elle va avoir une perte de revenus d'environ 60%, donc un salaire net journalier de 140 euros par jour, mais un remboursement de la Sécu qui sera plafonné à 53,31 euros. Et nous attendons par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle loi de finances de la sécurité sociale pour 2025, à ce que ce plafond descende encore et s'établisse à 41,47 euros. Donc voilà, en absence effectivement d'une couverture complémentaire, l'impact il est important pour Julie. Ensuite, après l'arrêt de travail, une fois qu'on a atteint 3 ans, ou même avant cette barrière de 3 ans, on peut avoir une reconnaissance d'invalidité. Donc, je le disais, la réduction permanente de la capacité de travail d'au moins 2/3. Donc là, les remboursements de la sécurité sociale vont être en fonction des catégories d'invalidité. Dans la première catégorie, ce sont des invalides qui sont encore capables d'exercer une activité rémunérée, peut-être pas celle qu'ils avaient jusqu'à maintenant, mais peut-être une autre. Et dans ces cas-là, donc la sécurité sociale plafonne à 30% du salaire, avec là aussi un plafond.
Et ensuite, on a les catégories 2 et 3 qui regroupent les invalides incapables d'exercer une activité rémunérée. Et pour cela, ils auront droit à une pension égale à 50% de leur salaire, avec, pour la troisième catégorie, une majoration pour tierces personnes. Donc tierces personnes qui vient les aider pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il faut savoir que l'état d'invalidité, c'est un état permanent. Il y a rarement des reprises du travail derrière une invalidité. Donc, c'est potentiellement la perte d'une partie non négligeable de ses revenus pendant 10, 20 ans, 30 ans. Il faut savoir qu'il y avait 700 000 personnes en invalidité fin 2021. Ça représente 3% des salariés, donc ce n'est pas neutre. Et ensuite, on a le dernier risque couvert par la sécurité sociale, c'est le décès. Donc, en cas de décès du salarié, la sécurité sociale va verser un capital de 3 910 €. Il faut savoir que ce capital, il va permettre tout juste le financement des obsèques, puisqu'on est à peu près en moyenne sur ce montant-là pour le coût des obsèques. Et donc, ça ne permettra pas de combler la perte économique du foyer à long terme. Alors, heureusement, au-delà de cette prévoyance obligatoire, non, j'y reviens après sur les obligations de l'employeur. On va d'abord parler de la couverture inégale de cette prévoyance, de la prévoyance en France. Actuellement, donc, tout employeur peut souscrire un contrat de prévoyance complémentaire. Ce n'est pas une obligation, sauf dans certains cas. Mais c'est autant en santé, tous les salariés doivent être couverts en prévoyance, ce n'est pas le cas. Donc, on voit aujourd'hui, on a 86% des salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire complète, décès, incapacité, invalidité. 66% ont accès à une garantie rente éducation. Alors, la rente éducation, c'est le versement d'une rente trimestrielle aux enfants du salarié décédé pour qu'ils puissent en particulier financer leurs études. Et ensuite, on a 57% qui ont accès à une garantie rente de conjoint. Donc, la rente de conjoint, c'est une rente là aussi versée trimestriellement au conjoint du salarié décédé, qui permet en fait de combler la baisse de revenus du foyer, de maintenir un niveau de vie équivalent, notamment s'il y a une différence importante entre les revenus des deux conjoints. En fonction de la taille d'entreprise, vous avez en visuel le pourcentage de salariés non couverts. Donc, il y a une grosse disparité effectivement entre les entreprises de moins de 5 salariés et celles de 500 salariés et plus. Sophie, je te redonne la main pour nous parler du marché de la sinistralité de la prévoyance en France. Merci Rémi. Donc on peut voir ici qu'après 2 années atypiques en raison de la crise sanitaire, l'année 2023 connaît un record en termes de sinistralité. Donc les dépenses d'indemnités journalières remboursées par la sécurité sociale ont augmenté de 4% entre 2010 et 2022. Et cette augmentation peut s'expliquer par 4 facteurs principaux. Donc le premier facteur, c'est un effet démographique. Il y a une hausse de la population active et un vieillissement de la population. Le second facteur, c'est une augmentation du montant moyen des indemnités journalières. Le troisième facteur, c'est une augmentation de la durée moyenne d'arrêt. Il faut savoir que la durée moyenne d'un arrêt en 2022 était de 97 jours contre 111 jours en 2023. Et le dernier facteur, c'est l'augmentation de la fréquence des arrêts. Donc 45% des salariés ont été arrêtés au moins 2 fois au cours de l'année 2022. Donc ces dépenses, elles se sont fortement accélérées entre 2019 et 2022. Il y a plus 5,4% pour les accidents de travail et maladies professionnelles et quasiment plus 7% entre 2019 et 2022. Donc pour plus d'un dirigeant sur 2, on voit que l'absentéisme est un sujet important au cœur de leurs entreprises. Et pour cause, malgré la sortie de la crise sanitaire, la prescription d'arrêt maladie augmente et connaît une hausse continue depuis 3 ans. Un salarié sur 2, comme on l'a vu, a déjà été en arrêt de travail en 2023 contre 42% en 2022. Et donc cette hausse, elle s'explique par 2 facteurs essentiellement, dont l'augmentation des arrêts multiples,
Donc, comme je vous l'ai dit, 45% des salariés ont été arrêtés au moins 2 fois au cours de l'année 2023. Et le deuxième facteur, c'est le rallongement de la durée des arrêts de plus d'1 mois. Donc, ce phénomène risque de s'amplifier dans les années à venir, notamment suite à la réforme des retraites. Donc, nous allons travailler de plus en plus longtemps, ce qui pourra se traduire par une augmentation de plus de 3% du coût supporté par les régimes de prévoyance d'ici à 2030. Comme l'a dit Rémi, plus de 700 000 personnes perçoivent aujourd'hui une pension d'invalidité et la part des bénéficiaires d'une pension d'invalidité croît forcément avec l'âge et elle atteint 9% à 61 ans. Donc, on voit que la sinistralité des régimes de prévoyance, c'est pas près de s'améliorer. Donc, face à cette augmentation de la sinistralité, nous allons maintenant voir quelles sont les obligations de l'employeur. Oui, merci Sophie. Donc effectivement, au niveau des obligations de l'employeur, il en existe certaines en place réglementairement. Ces obligations donc, permettent de compléter les remboursements de la sécurité sociale et de faire face donc, à la sinistralité observée, comme détaillé par Sophie. Donc la première des obligations, elle concerne les salariés cadres, puisque depuis la convention collective de 1947, il est imposé à tout employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 du salaire limité à la tranche 1. Donc tous les cadres doivent être couverts avec un régime avec la cotisation minimale dont je viens d'évoquer. Et cette cotisation, elle doit prévoir effectivement une affectation prioritaire à la couverture d'essai, donc une garantie d'essai importante avec donc à minima 50% de cette cotisation. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec Julie, cadre dans son entreprise, donc salaire de 60 000 € brut annuel, donc son employeur doit consacrer une cotisation minimale de 900 € pour financer ses garanties de prévoyance. Et au minimum, la moitié de cette cotisation, soit 450 €, doit servir à financer des garanties en cas de décès. Donc, ça peut être aussi bien un capital qui est versé ou encore une rente éducation ou de conjoint, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Donc, en tant qu'employeur, il est important de faire attention à un certain nombre de points. La première chose, c'est que tous les cadres doivent être couverts. Aussi bien ceux qui sont depuis 20 ans dans l'entreprise que tous les recrutements de nouveaux cadres qui pourraient subvenir. Il n'y a pas de clause d'ancienneté, donc tout nouveau cadre doit être couvert dès le premier jour de son entrée dans l'entreprise. Et puis attention aux exclusions de garantie. Les contrats prévoyance prévoient un certain nombre d'exclusions. Ça peut être le cas par exemple de la pratique des sports à risque. Dans ces cas-là, il est important de bien informer ses salariés sur les exclusions qui existent dans le contrat. En cas de non-respect, donc si l'employeur n'a pas mis en place un régime de prévoyance pour ses salariés cadres, ils sont tenus, en fait, il peut avoir une amende, ils sont tenus de verser aux ayants droit du salarié cadre décédé une somme équivalente à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, ça représente 139 000 € en 2024. Donc, 139 000 € à mettre en parallèle à la cotisation minimale de 900 € que l'employeur doit consacrer à la couverture. On va maintenant parler des conventions collectives. Donc, ça, c'est un deuxième aspect d'obligation pour l'employeur. Donc, ces employeurs doivent effectivement vérifier si un accord de branche existe et instituant un régime prévoyance complémentaire au profit donc des cadres, des non-cadres, de l'ensemble du personnel. Et si c'est le cas, effectivement, si l'accord de branche existe, ils doivent souscrire une garantie collective avec un niveau de garantie qui soit à minima celle prévue dans l'accord de branche, avec la cotisation également prévue dans l'accord. Ça peut être également des garanties supérieures, mais il faut effectivement dans tous les cas, respecter le type de garantie et le niveau minimum prévu dans l'accord. L'accord peut également fixer la participation minimale de l'employeur à la cotisation. Est-ce que l'employeur prendra en charge 50%, 60% de la cotise? Et l'accord peut également imposer des conditions spécifiques, notamment en cas de suspension de contrat de travail. Donc, c'est un point que je reprendrai un peu plus tard dans cette présentation.
Donc, si je prends effectivement l'exemple des experts comptables, vous avez une convention collective qui prévoit un régime de prévoyance pour l'ensemble du personnel des cabinets. Un petit chiffre, on a 90% des employeurs qui estiment l'existence d'accords de branche comme étant une bonne chose pour la prévoyance. Effectivement, il y a de nombreux avantages à ces accords de branche. La première chose, c'est qu'il y a une facilité, une simplicité de mise en place. Effectivement, il s'agit d'un contrat avec des garanties identiques pour l'ensemble des salariés ou pour l'ensemble d'une catégorie de salariés, qui sera la même d'ailleurs dans toutes les entreprises relevant du secteur d'activité. Ça permet justement une mise en place d'une solidarité entre les salariés d'un même secteur, puisqu'ils vont tous cotiser pour faire face au sinistre qui peut subvenir pour certains d'entre eux. Et puis ensuite, ça augmente l'attractivité du secteur, puisque ça reste un avantage en nature pour le salarié. Et donc, ça différencie effectivement l'entreprise de la concurrence. Il faut savoir que pour mettre en place cette couverture prévoyance, l'entreprise est totalement libre de choisir son organisme assureur afin de bénéficier donc d'un accompagnement ainsi que pour ses salariés tout au long de la vie du contrat. Donc qu'il soit recommandé ou labellisé par la branche ou non, l'organisme assureur sera apte à proposer une offre adaptée à l'accord, voire supérieure, et à proposer également des prestations d'action sociale de prévention. Donc, c'est le cas également pour Aesio. On est recommandé sur un certain nombre de branches, mais on propose aussi des offres qui sont 100% conformes sur d'autres secteurs d'activité. Et on est en totale capacité, effectivement, à proposer des offres adaptées. Choisir l'organisme recommandé, ça représente toutefois plusieurs avantages. C'est un gage de simplicité et de sécurité. Donc, l'offre du recommandé, on est sûr qu'elle sera conforme puisqu'elle a été vérifiée par la branche, aussi bien au niveau des prestations que des cotisations. Cette offre, elle permet d'avoir la certitude que les contrats souscrits sont en parfaite adéquation donc avec la convention collective, en particulier s'il y a des évolutions ultérieures. Ensuite, généralement, ça permet d'obtenir de meilleurs tarifs puisqu'on a une grande mutualisation effectivement sur l'ensemble des entreprises de la branche. Donc, plus de cotisations versées et donc plus de poids effectivement pour négocier un tarif plus abordable que si l'entreprise adhérait seule à une offre. Et enfin, les offres recommandées comprennent des garanties solidaires, donc des prestations d'action sociale qui sont valables aussi bien pour l'employeur que pour les salariés. Dans tous les cas, l'important, c'est de bénéficier d'un accompagnement de professionnels des garanties collectives d'entreprise. Sophie, je te redonne la main pour nous parler des leviers de valorisation de la couverture prévoyance au sein de l'entreprise. Merci Rémi. Et juste pour rajouter sur la slide précédente, vous retrouverez un petit lien qui vous ramène aux offres sur lesquelles Aesio Mutuelle peut répondre. Donc, comme l'a dit Rémi, en totale conformité, donc en santé et ou en prévoyance. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le catalogue des offres. Il est aussi accessible sur notre site internet, donc aesio.fr. Donc, la mise en place d'un régime de prévoyance, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est aussi l'occasion de vous différencier par rapport aux entreprises du même secteur d'activité, donc que ce soit pour vous, cabinet, ou également pour vos clients. Donc, l'entreprise, comme vous l'a présenté Rémi, doit respecter les obligations conventionnelles, mais elle peut aussi décider d'aller au-delà de ces obligations pour se différencier. Donc, ceci peut passer par l'amélioration du financement patronal. Donc, l'entreprise peut choisir, plutôt que financer 50% du régime, elle peut décider de financer plus. Donc, pourquoi pas aller jusqu'à 100% de la cotisation. Ceci peut passer par le choix d'un organisme assureur qui offre, en plus des prestations, une palette de services, donc comme des services d'assistance, de prévention. Et ceci peut passer également par la proposition de garanties supplémentaires comme des capitaux d'essai ou des garanties loisirs ou des garanties hospitalières. Donc,
Une chose est sûre, c'est que l'entreprise elle a particulièrement intérêt à bien expliquer les garanties prévoyance d'entreprise à ses salariés, car ceci permet aux salariés de bénéficier d'un niveau de couverture qu'il peut difficilement souscrire à titre individuel, d'être mieux couvert contre les conséquences des risques plus lourds pour lui et sa famille. Et c'est aussi l'occasion pour lui de bénéficier à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des garanties prévoyance, que ce soit ou non, dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, nous venons de vous présenter avec Rémi quelles sont les obligations de l'employeur en matière de prévoyance collective. Et donc, je vous propose maintenant de découvrir les dernières actualités de la prévoyance collective en France. Donc, la première actualité, c'est la mise en conformité des catégories objectives. Donc, l'employeur est libre d'instaurer un régime de prévoyance au sein de son entreprise qui ne peut bénéficier qu'à certaines catégories de salariés, donc sous réserve que ces dernières soient définies selon ce qu'on appelle des critères objectifs. Donc, les critères objectifs, le premier, c'est l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres. Le second, c'est le seuil de rémunération égal au plafond annuel de la sécurité sociale ou à 2, 3, 4 ou 8 fois ce plafond. Et le troisième, c'est la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions collectives ou les accords professionnels. Donc, pour éviter tout risque URSSAF, l'employeur doit donc respecter ces critères objectifs pour définir les catégories qui vont bénéficier du régime. Donc, ces catégories, elles s'étaient définies par référence au texte régissant les régimes de retraite AGIRC et ARCO. Mais l'AGIRC et l'ARCO ayant fusionné, ces textes sont donc devenus caducs. C'est pour cela que le décret du 30 juillet 2021 a vu le jour dans le but de définir les critères relatifs à la prévoyance des cadres. Donc, ces définitions de catégories de salariés doivent donc être mises à jour dans les actes fondateurs, et ceci avant le 31 décembre 2024. C'est la date butoir pour la mise à jour des catégories objectives. Donc Rémi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'il se passe en cas de suspension du contrat de travail, s'il te plaît? Oui, merci Sophie. Effectivement, je parlais tout à l'heure des cas de suspension de contrat de travail. Alors déjà, qu'est-ce qu'une suspension? Donc, ça se matérialise comme la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir le paiement du salaire par l'employeur et l'exécution d'un travail par le salarié, cessent de manière temporaire sans pour autant engendrer la rupture du contrat. Donc, on a eu un cas particulier effectivement pendant la crise sanitaire, c'est que de nombreux salariés ont été placés en activité partielle. Et donc, l'activité partielle, on est effectivement dans le cadre d'une suspension de contrat de travail, puisque l'employeur cesse de verser un salaire. C'est une indemnité, effectivement, qui sera versée aux salariés en chômage partiel, et le salarié cesse également d'exécuter son travail. Et généralement, effectivement, dans les contrats d'assurance prévoyance, les suspensions de contrat de travail sans maintien de la rémunération provoquent également une suspension des garanties prévoyance. C'est pourquoi une loi d'urgence a été votée pendant la crise pour permettre le maintien de ces garanties, donc décès, incapacité, invalidité, au profit des salariés placés en activité partielle. Et cette règle a ensuite été pérennisée et du coup est encore valable aujourd'hui dans tous les cas de versement d'un revenu de remplacement. Mais cela implique effectivement que l'ensemble des actes juridiques qui ont été signés et enregistrés au sein des entreprises doivent être mis à jour pour intégrer effectivement cette instruction complémentaire. Donc les principes, donc je le disais, de l'instruction, donc c'est le maintien des garanties prévoyance dans tous les cas où les périodes de suspension de contrat de travail sont indemnisées. Alors l'indemnisation, elle peut être de nature différente, ça peut être un maintien total ou partiel de salaire par l'employeur, ça peut être le versement d'indemnités journalières complémentaires, donc par exemple de la sécurité sociale, mais ça peut être également, et c'est bien la nouveauté effectivement de cette instruction du 17 juin 2021,
le bénéfice d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en appareil d'activité partielle, mais ça peut être également le cas de l'indemnisation du congé de reclassement ou de mobilité. Attention, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables, que ce soit effectivement avec le maintien, par exemple, de la couverture dans d'autres situations que celles présentées sur ce slide. Et puis, il peut imposer aussi certains critères en disant que c'est le salarié qui payera la cotisation de ce maintien de garantie prévoyance, ou alors que la répartition employeur-salarié prévue dans l'acte de mise en place est également valable dans les cas de suspension. On a aussi des cas où la suspension de contrat de travail n'est pas indemnisée. Donc, ça peut être le cas du congé parental, du congé proche aidant, du congé sabbatique, par exemple. Donc, dans ces cas-là, l'entreprise n'a pas d'obligation de maintenir les garanties de prévoyance complémentaire. Généralement, les contrats ne les prévoient pas, sauf si, évidemment, l'accord de branche en décide autrement. Donc, là, pour prendre un exemple, effectivement, si un cadre vient à décéder pendant sa suspension de contrat de travail non indemnisé, sa famille n'aura le droit à aucune prestation, donc pas de versement de capital ou de rente. Donc, il est important d'en informer le salarié avant sa date de suspension de contrat pour qu'il soit bien au fait, effectivement, de ce point. Alors, il faut savoir que on parlait tout à l'heure de la mise en conformité des actes de mise en place. Donc, les DUE sont normalement déjà mises à jour depuis le 1er juillet 2022. Et quant aux accords collectifs et au référendum, donc la mise en conformité devra intervenir au plus tard le 1er janvier 2025. Donc, il reste encore un petit mois à toutes les entreprises pour se mettre en conformité. Là aussi, toute l'importance de bénéficier des conseils d'un spécialiste en protection sociale pour bien vérifier effectivement la mise en conformité sur l'ensemble de ces réglementations. Si vous voulez en savoir plus sur la suspension du contrat de travail, il faut noter également qu'un article complet va paraître début décembre sur le site aesio.fr. Sophie, merci, je te redonne la main. Rémi. Parfait. Voilà, tu vas nous parler aussi du maintien de garantie en cas de rupture du contrat de travail. Tout à fait. Donc, en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par France Travail et hors faute lourde, donc le salarié a droit au maintien des garanties de la couverture prévoyance, tout comme le maintien des garanties de la couverture frais de santé. Donc, ce salarié, il en bénéficie pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée de son dernier contrat de travail. Alors, pour vous donner un exemple, donc on va reprendre le cas de Julie. Donc, si Julie, elle est restée 4 mois au sein de son entreprise et qu'elle a une fin de contrat, elle pourra être éligible à la portabilité pendant 4 mois. Si Julie, elle était restée salariée pendant 20 ans au sein de l'entreprise et qu'elle quitte l'entreprise et qu'elle est éligible aux indemnités France Travail, elle pourra garder le maintien de ses garanties pendant 1 an, qui est la durée maximale de la portabilité. Donc, il faut savoir que le maintien des garanties, il ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage. Et les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Ce qui veut dire que si l'entreprise, elle change de partenaire prévoyance, les salariés qui sont en portabilité suivent le régime des actifs et donc, de fait, changent aussi de partenaire pour leur régime de prévoyance. Et en tant qu'employeur, donc c'est à vous de signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail du salarié. Et c'est également à vous d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail pour que l'organisme résilie le salarié du groupe des actifs et le bascule sur le régime de portabilité, ce qui stoppera le prélèvement de ses cotisations. Donc, avant de repasser la parole à Rémi sur les atouts et l'adaptabilité des contrats, je vous propose de répondre à notre deuxième sondage qui va être lancé par Adria. Donc, accompagnez-vous vos clients dans la mise en place d'un contrat collectif, donc que ce soit en santé ou en prévoyance. Donc, on vous laisse quelques petites minutes pour y répondre.
62% de votants pour l'instant. Je laisse encore quelques secondes. Ça me permet de reprendre un peu mon souffle. Voilà, je pense que on voit effectivement à travers le sondage que vous êtes sollicité par vos clients sur des questions effectivement par rapport à la santé, à la prévoyance, même si c'est pas forcément au quotidien. Donc j'ai effectivement 55% de parfois, 25% de souvent, 10% de très souvent. Donc effectivement c'est un sujet d'échange occasionnel effectivement avec vos clients. Alors, moi, du coup, je reprends la parole effectivement pour vous parler des atouts et de l'adaptabilité des couvertures prévoyance au sein de l'entreprise. On l'a vu, la mise en place d'un contrat de prévoyance au sein de l'entreprise, donc qu'il soit obligatoire ou non, permet une protection complète pour les salariés. Donc, il est important de pouvoir l'expliquer et de valoriser en interne au sein de l'entreprise, puisque le salarié, effectivement, avec cette couverture complémentaire, il aura le droit à des niveaux importants de garantie, donc aussi bien pour sa protection que pour celle de sa famille. Il bénéficiera des mêmes garanties au même coût que celles des autres salariés de sa catégorie, quel que soit son âge et son état de santé. Donc, ce ne sont pas des critères effectivement qui rentrent en ligne de compte dans la cotisation. Le salarié bénéficiera d'exonérations fiscales et sociales pour financer ses garanties. Donc ça, je vais y revenir juste après. Et puis, il bénéficiera de maintien de garantie dans certains cas, de suspension ou de rupture de contrat de travail. On en a parlé effectivement juste avant. Donc, c'est aussi un atout dans la politique salariale de l'entreprise. L'entreprise peut effectivement adapter cette couverture en fonction de l'analyse de l'exposition au risque ou des besoins de garantie pour chaque catégorie de salariés. Donc, ça dépend effectivement de l'âge moyen du collège, de la situation de famille des salariés, du salaire moyen également. Ça peut être adapté aussi en fonction de la vie de l'entreprise. Donc, évidemment, la capacité de l'entreprise déjà à financer une telle couverture, l'intérêt à mettre en place par rapport à d'autres actions de fidélisation au sein de l'entreprise, ou par rapport à un besoin de recrutement également, où ça peut être effectivement un argument différenciant. Là aussi, l'accompagnement par un professionnel de la protection sociale d'entreprise permettra en fait d'auditer les besoins, d'analyser les garanties, de mettre en place le régime et d'informer ses salariés, tout en vérifiant effectivement la conformité par rapport à la réglementation ou à l'accord collectif. Les avantages fiscaux et sociaux, j'en parlais juste avant. Donc effectivement, au niveau de l'employeur, il y a un cadre fiscal avantageux, au niveau du salarié également. Pour l'employeur, donc les cotisations sont déductibles de l'impôt, de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Et pour le salarié, les cotisations patronales et salariales sont déductibles du revenu imposable, donc dans la limite d'un certain plafond qui est calculé sur la base du plafond annuel de la sécurité sociale et de la rémunération brute. Il y a également un avantage social pour l'employeur, c'est l'exonération de cotisations sociales, là aussi avec un plafond en plafond annuel de la sécurité sociale et de la rémunération. Toutefois, la contribution de l'employeur reste soumise au forfait social de 8%, sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés, et à la CSG-CRDS. Sophie, je te redonne la parole pour nous expliquer toute la de la mise en place d'un régime de prévoyance au sein de l'entreprise. Merci Rémi. Donc en effet, mettre en place un régime de prévoyance au sein de l'entreprise, c'est un dispositif qui est finalement assez simple. Donc il faut savoir que l'entreprise qui applique purement et simplement un accord de branche, elle peut se contenter de souscrire un contrat collectif répondant aux conditions conventionnelles. Si en cas de non-obligation inscrit dans un accord de branche, il vous faut respecter un des 3 formalismes suivants pour la mise en place de ces contrats. Donc, le premier formalisme, c'est l'accord collectif d'entreprise. Le second formalisme, c'est le projet d'accord soumis à référendum.
Et le troisième formalisme, celui que l'on voit le plus souvent dans les entreprises, c'est la décision unilatérale de l'employeur, appelée plus communément DUE. Dans tous les cas, et pour respecter, remettre annuellement à chacun des salariés une notice d'information qui vous est fournie par votre organisme assureur. Il faut savoir également que vous pouvez à tout moment faire évoluer les clauses présentes dans un des actes fondateurs en respectant simplement un délai de prévenance suffisant envers vos salariés. Donc nous, le service juridique d'Aesio Mutuelle, conseille à nos clients de respecter un délai de 3 mois entre le moment où on dénonce la DUE et le moment où on met en place les nouvelles dispositions au sein de l'entreprise. Donc l'acte fondateur du contrat, donc que ce soit la DUE, le référendum ou l'accord d'entreprise, il décrit l'engagement de l'employeur vis-à-vis de ses salariés bénéficiaires. Donc dans la rédaction de ces actes fondateurs, il y a des clauses par lesquelles vous devez absolument passer pour informer vos salariés. Donc la première clause, c'est la catégorie des salariés bénéficiaires du régime. Donc, est-ce que le régime de prévoyance, il est mis en place que pour les cadres? Est-ce qu'il est mis en place pour les cadres et les non-cadres? Est-ce qu'il est mis en place pour l'ensemble du personnel? Ça, c'est la première clause. La deuxième clause, c'est l'obligation d'adhésion et les éventuels cas de dispense d'affiliation. Donc, si dans la DUE, vous avez mentionné des clauses de dispense, il faut que vous les repreniez noir sur blanc. Les modalités de financement du régime. Donc ça, c'est la participation, la répartition entre la participation patronale et la participation salariale. Les garanties financées, donc ça, c'est le tableau des prestations du régime de prévoyance. Les conditions et périodicité de réexamen du choix de l'organisme assureur. Donc, est-ce qu'on s'est engagé avec cet organisme pour 1 an, 3 ans, 5 ans? C'est à mentionner dans les actes fondateurs. Et la dernière clause, c'est les conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, donc comme on vous l'a présenté tout à l'heure avec Rémi. Donc ces clauses-là, elles doivent être reprises obligatoirement dans vos actes fondateurs. Donc vérifiez peut-être avec vos clients que déjà les DUE sont bien en place et qu'elles reprennent bien ces clauses-là. Donc Rémi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'intérêt pour l'entreprise de mettre en place un régime de prévoyance? Oui, merci Sophie. Bon, je pense que vous l'aurez compris tout au long de ce webinaire, il y a de nombreux avantages effectivement à la mise en place d'une couverture prévoyance, que ce soit pour le salarié ou pour l'employeur. Donc la première des choses, c'est bien sûr la sécurité financière des salariés et de leur famille. Donc effectivement, la couverture va permettre de compléter les versements de la sécurité sociale pour proposer vraiment une couverture complète, donc un maintien de salaire en cas d'arrêt de travail et également des capitaux ou des rentes d'essai. On a vu avec Sophie, la souscription de ces régimes est simple et facile. La couverture permet également d'attirer ou de recruter de nouveaux talents, puisque effectivement ça peut être un élément différenciant lors d'un recrutement, et ça va permettre à l'entreprise de se différencier de la concurrence. Ça peut être également un élément de motivation et de fidélisation des salariés. Il faut voir effectivement la prévoyance collective comme un avantage social. Donc, si chacun des salariés s'était assuré individuellement, il n'aurait pas pu avoir le même niveau de garantie ou le même niveau de tarif que dans le cadre d'une garantie collective au sein de son entreprise. Et puis en plus, l'employeur prend en charge une partie des cotisations, 50% en moyenne. Ça permet effectivement d'instaurer un dialogue social, puisque la mise en place d'une couverture de prévoyance, puis l'évolution annuelle des garanties ou des cotisations, c'est toujours l'occasion d'un dialogue constructif entre employeurs et salariés. Et ça, c'est toujours favorable effectivement au climat social de l'entreprise. Ensuite, à travers la couverture prévoyance, il peut être mis en place une politique d'action sociale et de prévention. Donc, certains organismes comme Aesio développent un soutien financier, un accompagnement en cas de maladie grave, de handicap, en
cas de décès d'un proche également. Ça peut être également la concrétisation de certains projets pour les salariés et leurs enfants, une bourse d'études par exemple. Et puis on l'a vu ensemble tout à l'heure, il y a des exonérations sociales et fiscales à la mise en place de contrats, puisque les cotisations payées par l'employeur bénéficient d'une exonération fiscale sur l'impôt sur les sociétés, d'une exonération sociale également, et les cotisations versées par les salariés sont aussi déductibles de l'impôt sur le revenu. Je te redonne la parole, Sophie, pour nous parler de la vision et de l'accompagnement d'Aesio sur la mise en place d'une couverture prévoyance. Merci Rémi. Donc on va maintenant un petit peu vous parler de nous, Aesio Mutuelle. Donc avec Rémi et Adria, notre ambition, c'est de protéger nos 2,5 millions d'adhérents, donc à chaque étape de leur vie. Donc ceci passe par de l'accompagnement. Donc on vous propose des conseils juridiques, de la veille juridique. Ceci passe aussi par un diagnostic personnalisé, donc pour vous proposer pour vos cabinets et vos clients des offres adaptées aux besoins de vos salariés et conformes à vos obligations conventionnelles. Nous sommes également recommandés sur 6 offres prévoyance par les conventions collectives, comme par exemple les bureaux d'études, la métallurgie, et nous sommes également recommandés aussi sur des offres pour la partie santé. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le catalogue des offres qui reprend tout ça. Nous vous proposons aussi des services différenciants comme médecin direct, nos garanties d'assistance et deuxième avis médical. Donc ces services, il faut voir selon l'offre souscrite auxquels vous avez accès. Un service de prévention et de promotion de la santé, donc pour assurer la sécurité et protéger vos salariés à chaque étape de leur vie, et un dispositif d'action sociale pour permettre à tous nos adhérents l'accès aux soins sans report ni renoncement. Donc nous arrivons maintenant au terme de notre présentation. Donc avec Rémi et Adria, nous tenons à vous remercier pour votre écoute. Et nous allons maintenant passer à un temps de questions-réponses avec Adria. Oui, effectivement, j'ai répondu tout à l'heure à la question de Philippe qui demandait si on parlait de TNS ou de salariés. Hein, je confirme bien effectivement qu'on a axé plutôt cette présentation sur la partie salariée, qu'effectivement au niveau des TNS, on a des obligations de couverture différentes au niveau de la sécurité sociale et des couvertures aussi différentes par la mutuelle ou l'assureur. Après, si vous souhaitez qu'on revienne vers vous, Philippe, individuellement, n'hésitez pas à nous le mentionner dans le chat et on reprendra contact avec vous avec plaisir. On n'a pas eu d'autres questions. Je vous ai mis dans le chat les liens vers notre site, donc sur votre page partenaire, sur lequel vous avez accès au catalogue des offres dont vous parlez, Sophie et Rémi. Donc vous avez accès à ce catalogue et du coup au panel des offres qu'on peut proposer en fonction des conventions collectives. Je vous ai remis également certains articles qui pourraient vous intéresser en lien avec notre webconf d'aujourd'hui. Vous recevrez, s'il n'y a pas plus de questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là et dire que d'ici quelques jours, vous allez recevoir un email avec le replay de cette webconférence et le support de présentation qu'on vous a projeté. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous mets également dans le chat un lien vers notre formulaire de contact si vous souhaitez que Sophie ou Rémi ou un autre conseiller de votre secteur puisse reprendre contact avec vous et puis échanger sur des problématiques que vous pouvez rencontrer au sein de vos cabinets ou pour vos clients. Donc voilà, n'hésitez pas, on se tient à votre disposition. Voilà, donc vous avez sous les yeux effectivement notre boîte mail respective, donc n'hésitez pas effectivement à nous contacter si des questions vous viennent suite à ce webinaire. Une petite dernière chose aussi, n'hésitez pas si vous le souhaitez à indiquer ce que vous avez pensé effectivement de ce webinaire dans la partie chatée du menu. Avec Sophie et Adria, on a été ravis effectivement de vous présenter ce webinaire.
On vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt. Merci, bonne À journée. bientôt. Bonne journée.